Et Hebdo Show revient pour une quatrième partie, mesdames et messieurs. Place tout de suite à Face à l'info. Et pour cette partie, on a le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau Madame Sabrina Sebahi, députée écologiste des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en chair et en os. On a l'habitude de vous avoir via Teams, mais aujourd'hui on est heureux de vous avoir avec nous autour de la table. Merci beaucoup pour l'invitation, très heureuse d'être là. Et merci à vous de l'avoir accepté. Alors on a pu faire un round-up des événements qui ont marqué l'Algérie durant l'année 2025 un peu plus tôt dans l'émission. Donc une année qui, comme on l'a dit autour de la table, a été positive pour notre pays. En revanche, 2025 n'a pas été tendre avec la France. Qu'on se le dise, mesdames et messieurs, hein. L'année 2025 n'a pas été tendre avec la France. Je dirais même que cette année 2025 a rimé avec instabilité politique pour Paris. Une année de chaos qui a profondément bouleversé cette 5e République. Sabrina Sebahi, un commentaire sur ce que je viens de vous dire finalement. Oui, une année politiquement, c'est vrai, on va dire compliquée, mais en même temps passionnante pour ceux qui vivent l'actualité, puisque nous, on défend beaucoup, en tout cas pour les écologistes, ça fait très longtemps qu'on défend le principe d'une 6e République. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur la fin d'une 5e République qui ne fonctionne plus, qui dysfonctionne totalement avec un régime qui est déséquilibré entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Et on en voit les limites, en réalité, aujourd'hui. En réalité, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, qui n'a pas donné de majorité absolue, c'est la première fois depuis 2022 qu'il n'y a pas de majorité absolue qui s'exprime dans cette Assemblée. On voit les limites aujourd'hui de cette 5e République et je crois qu'il est temps justement de passer à cette 6e République et d'avoir un régime parlementaire qui fonctionne. Donc peut-être que 2027 sera l'occasion de repartir sur un nouvel élan. Est-ce que c'est possible de passer à la 6e République ? Oui, je crois que c'est possible. Il y a plusieurs aujourd'hui forces politiques, les écologistes, la France Insoumise. Vous avez plusieurs partis politiques qui portent cette idée d'une 6e République qui a des pouvoirs plus équilibrés, avec un Parlement justement où vous serez dans un régime parlementaire fort. Et vous savez, moi par ailleurs, je suis présidente du groupe d'amitié France-Corée du Sud. En Corée du Sud, par exemple, le président n'a pas le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. C'est des dispositifs qu'on pourrait travailler. Il n'y a pas de 49.3, typiquement, alors que ça a été, je crois que le 49.3, tout le monde sait ce que c'est à peu près maintenant. En France, alors que personne ne le connaissait, cet article. Exactement. Donc oui, je crois qu'on a besoin de dépoussiérer aussi le fonctionnement parlementaire, le fonctionnement démocratique. Et ça sera tout l'enjeu justement de cette élection présidentielle en 2027. Alors justement, les Français semblent préoccupés par la situation politique en France. J'ai lu récemment sur Le Figaro, justement, il y a eu un sondage au Doxa Backbone, donc qui a été publié le 25 décembre et 47% des Français, Madame Sebahi, interrogés, placent la crise politique en tête de leurs préoccupations. Donc ça dépasse finalement les enjeux économiques et sociaux. Ça reste grave tout de même. Disons qu'on est dans un temps... Mais comme toujours, en fait, quand on est dans une fin de quelque chose, dans une fin de cycle, il y a toujours une inquiétude qui s'exprime sur qu'est-ce qu'on va devenir après. Est-ce que ce qui existe aujourd'hui, finalement, n'est pas mieux que ce qui va exister demain ? Donc c'est toujours les mêmes interrogations. Mais vous savez, depuis la dissolution et le fait, par exemple, qu'on n'ait pas eu de Premier ministre qui a été nommé de la coalition politique qui est arrivée en tête des élections, il y a aussi eu une crise démocratique dans le sens où beaucoup d'électeurs se sont dit on s'est beaucoup mobilisé, et c'est vrai. Le taux de participation pendant la dissolution a été extrêmement important. D'abord parce que tous les sondages avaient placé le RN en tête et ils ont perdu ces élections. Mais en réalité, les gens ont dit mais on a été voté et finalement à quoi ça sert ? Une crise de légitimité, Sabrina. Il y a une crise de légitimité, il y a une crise habituellement sur la 5e République, la coalition politique qui arrive en tête est toujours désignée pour Matignon. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi on n'a pas désigné justement un Premier ministre de la coalition qui a gagné les élections ? Il y a plusieurs raisons. Pour moi, de mon analyse à moi, je pense que la principale raison était le fait de pouvoir revenir sur des réformes structurelles telles que la réforme des retraites. Pour le coup, le nouveau Front populaire était très clair. C'était on supprime la réforme et on revient sur ce qui était précédemment. Donc je crois qu'il y avait une volonté aussi politique de maintenir un système qui est en place aujourd'hui et de ne surtout pas revenir en arrière. Donc nommer quelqu'un du nouveau Front populaire, c'était aussi aller sur des réformes pour lesquelles il y a un désaccord aujourd'hui. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée. Une question, Madame la députée. C'est pas un déni de démocratie. C'est pas un déni de démocratie qu'après une dissolution qui a été décidée par le chef de l'État, où il a le droit constitutionnel, Emmanuel Macron, de le faire, pour dissoudre, parce que justement tout bloqué, et l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne et ensuite son successeur Gabriel Attal passaient tout en 49.3. Donc déjà le 49.3 est un déni de démocratie, parce que malgré qu'il soit inscrit dans la Constitution, mais c'est un passage en force des lois, sans le consentement du Parlement. Donc après cette dissolution,
où il y a, en l'espace de moins d'un an, 3 premiers ministres, pour ne pas les nommer, Michel Barnier, LR, François Bayrou, Modem, et Sébastien Lecornu 2 fois Renaissance, qui sont issus tous les 3 de partis qui ont fait moins que les 2 premiers partis de France qui sont LFI et le Rassemblement national. Donc ma question est toute simple. Dans le pays qui se dit le pays des droits de l'homme et de la démocratie et qui vante la démocratie à tous les étages, ne serait-ce pas un hold-up démocratique ces gouvernements successifs? Alors, nous, on avait été très clairs au moment de cette dissolution. On avait dit personne n'a vraiment gagné les élections en 2024. Mais il y a bien 2 partis il y a 2 partis voilà, principaux qui ont émergé. Coalition. Le Rassemblement national et les LFI ont été les 2 premiers partis de France qui ont été représentés dans les urnes. C'est un fait. Alors, c'est pas tout à fait la France Insoumise, c'est le Nouveau Front Populaire, avec la coalition. Excusez-moi, oui, NFP. Oui, pardon. Voilà, le NFP, mais oui, tout à fait. Alors après, oui, quand on regarde les chiffres, effectivement, vous avez aujourd'hui... C'est un constat. Il y a eu 192, je crois, 193 députés du Nouveau Front Populaire. Ensuite, vous avez 140, je crois, députés extrême droite avec le groupe Ciotti et Marine Le Pen. Et puis ensuite, effectivement, la coalition qui a été un peu construite en réalité au fur et à mesure pour permettre d'avoir plus de députés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le bloc dit Renaissance, Démocrate, Horizon, qui étaient plutôt les groupes du parti présidentiel, ils y ont accolé les Républicains, qui leur permettaient d'avoir 210 députés. Et donc, avec cette petite avance de 210 députés, ils ont estimé qu'ils étaient la coalition qui arrivait en tête. Mais 210 députés sur 577. Sur 577. Il n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a aucune majorité absolue. Il n'y en a pas. Donc la France est dirigée par un parti, par un gouvernement qui n'est pas sorti des urnes des Français. On est bien d'accord. Non, donc c'est un déni de démocratie. Mais c'est un déni de démocratie, mais nous on l'a dit, bien sûr. On avait dit qu'au moment des élections, il aurait dû nommer quelqu'un du Nouveau Front Populaire, puisque c'était la coalition qui était arrivée en tête. D'ailleurs, quand on prend les LR par exemple, ils n'ont pas participé au barrage républicain. Alors que c'était le cas des autres forces qui sont aujourd'hui dans le gouvernement. Et quand on prend aujourd'hui d'ailleurs les politiques qui sont menées entre les démocrates et les républicains, c'est quand même un spectre très très large au niveau politique. Ne serait-ce que la question, par exemple, de les accords de 68. Dans cette majorité, pas absolue, cette petite majorité, ils n'ont pas voté de la même manière. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Je vais être très sincère avec vous, je ne suis pas un partisan de la France insoumise, et encore moins bien évidemment de l'extrême droite, mais ne trouvez-vous pas que le Parlement s'est extrêmement, sans mauvais jeu de mots, droitisé sur ces 24 derniers mois, où on voit des projets de loi, lors de la niche par exemple parlementaire qu'a eu Éric Ciotti et le Rassemblement national, cette fameuse proposition pour la révision des accords de 68. Est-ce que vous ne trouvez pas justement qu'il y a un changement justement dans l'appareil législatif, l'appareil parlementaire, où maintenant se mettre à côté de l'extrême droite, c'est devenu quelque chose de normal? Ils ont normalisé le fait d'être d'extrême droite. Alors moi je dirais pas forcément que c'est juste les derniers 24 mois, il y a une droitisation de la politique française, c'est évident. Avec une banalisation de l'extrême droite, mais qui a plusieurs raisons. D'abord, l'extrême droite, ça fait plus de 40 ans qui travaille cette image finalement de banalisation. D'abord, il y a eu le fait d'avoir éjecté Jean-Marie Le Pen, donc, et d'avoir lissé l'image du Front National qui est devenu le Rassemblement national. Donc on a changé le nom. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier l'apparition de M. Zemmour, qui a normalisé finalement, parce qu'il tient des discours encore plus extrêmes, si c'est possible, que l'extrême droite. Donc il les a replacés au centre. Et effectivement, aujourd'hui, on a, si vous regardez, y compris les prises de parole dans l'hémicycle, moi, ça m'arrive assez souvent d'ailleurs quand je suis concentrée. D'être choqué de regarder... Mais même pas, c'est que quand je suis concentrée et que j'entends des discours, j'ai l'impression d'entendre l'extrême droite. Mais si je lève la tête, c'est un député LR qui prend la parole. Donc on fait quasiment plus de distinction aujourd'hui entre les discours qui sont portés, parce qu'il y a une droitisation. Et je pense que là où il y a un pari qui est, à mon avis, perdant, c'est pour moi qui le dis, ça a toujours été dit, les Français préféreront toujours l'original à la copie. Si vous voulez faire le même programme que le Rassemblement national, eh bien les gens ils vont aller voter Rassemblement national directement. Pourquoi ils iraient voter LR pour avoir le programme du RN? Madame la députée, il y a aussi le rôle des médias. On parlait beaucoup dans cette émission de CNews, la chaîne de professeur Bolloré, qui lui de l'extrême droite. Est-ce que les médias justement comme CNews, comme Journal du Dimanche, Europe 1, ont joué un rôle, toute la galaxie Bolloré a joué un rôle pour qu'il y ait plus de déroitisation
en France? C'est évident qu'aujourd'hui, les débats qu'on a sur CNews contribuent beaucoup à alimenter beaucoup de polémiques, beaucoup de débats qui ne sont pas forcément la priorité des Français. Moi, je disais, encore une fois, les accords de 68, si vous posez la question aux Français, vous leur dites qu'est-ce qu'il y a dans ces accords. Ils savent pas. Je ne pense pas qu'ils savent réellement ce que c'est. Par contre, ils sont persuadés que c'est des accords qui sont ultra favorables aux Algériens parce que... oui, bien sûr, mais parce que ça a été matraqué en permanence. Mais comme tous les débats qu'on a depuis plusieurs mois maintenant avec l'extrême droite qui occupe absolument les plateaux, CNews, BFM, ils sont invités partout. Et puis avec très peu de contradicteurs. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que quand vous arrivez et que même quand vous racontez des mensonges et que vous n'avez personne en face pour vous contredire et donner les éléments qui sont factuels, eh bien, même un mensonge devient une vérité. Et on sait que quand on dit un mensonge, eh bien, ça va 7 fois plus vite qu'une vraie information. Donc ça demande beaucoup de travail pour débunker, pour rétablir les faits. Sur les accords de 68, ça nous a pris... on a beaucoup travaillé justement à rétablir les faits sur ces accords. Mais en face, vous avez une machine, c'est un rouleau compresseur. Madame Sebahri, est-ce qu'on peut dire que la France est aujourd'hui... Je vais vous donner la parole, Kamal, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France perd sa boussole diplomatique, surtout lorsqu'on voit que certains politiques préfèrent justement s'occuper du cas Algérie ou encore Russie, etc., au lieu de s'occuper des préoccupations des Français? Non, je pense pas. Moi, je dirais pas qu'ils perdent leur boussole, parce que d'abord, je crois que ce qui est important, c'est aussi de se dire que c'est pas forcément ceux qu'on entend tout le temps qui ont la vérité absolue et que c'est la majorité de l'opinion en France. Il y a beaucoup d'amis de l'Algérie en France, énormément. D'ailleurs, beaucoup plus que ceux en réalité qui n'aiment pas l'Algérie. Ça, c'est aussi une réalité. Oui, mais c'est plus ceux qui n'aiment pas l'Algérie qui parlent. Et qu'on entend parce qu'ils sont invités aujourd'hui, qu'ils occupent les plateaux télévision et ils sont très visibilisés. Mais la grande majorité, vous savez, ils sont plus préoccupés. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, quand je vais en circonscription, les gens me parlent de leurs problèmes de logement, d'avoir accès à un médecin traitant, de remplir leur frigo, de partir en vacances, de travailler, etc. La question algérienne, c'est pas leur sujet. Ce n'est pas du tout leur sujet. Donc, je crois que c'est plutôt une surmédiatisation de cette question algérienne qui, en fait, cristallise les débats aujourd'hui. Mais c'est pas une réalité. En tout cas, les Français sont pas préoccupés de l'Algérie, alors que malheureusement on en parle matin, midi et soir sur certains plateaux télévisés. Mais en évoquant le fait que vous dites qu'il y a une droitisation du discours politique en France, donc forcément lorsqu'il y a un dialogue, on appelle un dialogue entre l'Algérie et la France, donc l'Algérie est en train de dialoguer avec une idéologie et non pas avec des institutions. C'est-à-dire que chaque politique aujourd'hui, le gouvernement actuel de l'OCORNU, lorsqu'il ressort les dossiers, il puise dans les dossiers qui peuvent justement rapporter sur le plan électoral, notamment cette question des OQTF, du renvoi et justement de l'accord 68. Donc nous sommes vers une logique on répond à une idéologie et on n'a pas l'impression de discuter avec des institutions. Et ça pose problème dans les rapports entre les deux pays. Alors, oui et non, parce que, encore une fois, vous avez par exemple des parlementaires qui sont très engagés aujourd'hui pour la diplomatie parlementaire. Non, je parle du gouvernement. Oui, mais même dans le gouvernement, par exemple, quand on a eu au plus fort de la crise Paris-Alger, vous aviez effectivement deux visions, deux manières de discuter avec l'Algérie. Vous aviez d'un côté le ministère de l'Intérieur et de l'autre côté le ministère des Affaires étrangères. C'était pas du tout le même son de cloche d'ailleurs. Mais Macron a fini par s'allier sur le gouvernement Bayrou en faisant en sorte, en disant qu'il faut être ferme avec l'Algérie et qu'il faut aller très loin. Donc c'est un petit peu, donc il épouse les thèses de Retailleau. Il avait épousé à l'époque. À l'époque, mais peut-être qu'il a épousé les thèses de Retailleau, mais on voit bien aussi qu'on est dans un contexte, et effectivement, moi je l'ai dit, une droitisation de la politique française, qui d'ailleurs pour certains, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la question algérienne est devenue une question idéologique, c'est-à-dire qu'ils font toute leur politique, ils ont fait, moi je l'ai dit, de l'Algérie le bouc émissaire de ce qui ne va pas en France, pour une certaine partie de la classe politique française, mais encore une fois, ce n'est pas ceux qu'on entend le plus qui donnent la vérité de ce que pensent les uns et les autres. Parce que vous avez aussi beaucoup de personnes vraiment qui travaillent à cette relation, à cette restructuration du lien, à cette envie justement de reconstruire une relation de dialogue sur un pied d'égalité, bien sûr, entre les deux. C'est-à-dire que je vais revenir sur les faits qui concernent les deux pays, c'est-à-dire sur le plan institutionnel et entre les ministères. De par l'Algérie, quand elle réclame les salaires, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut un dialogue qui prend en charge tous les différends qui existent entre nous et Paris. Mais de l'autre côté, on s'intéresse qu'à l'immigration et à la sécurité. C'est-à-dire, voici les deux points de divergence entre nous et Paris. C'est-à-dire, quand on voit pourquoi
on donne la priorité à la question des OQTF, aux questions des consulats, à la question de la sécurité, alors que ce qui rassemble les deux pays, c'est-à-dire qui les unit, ne se limite pas à ces deux points. C'est ça un petit peu. Aujourd'hui, les Français, dernièrement, il y a eu une visite de responsables françaises qui est venue parler des renvois, c'est-à-dire des OQTF. Alors qu'en Algérie, on voudrait qu'il y ait autre chose que de ces deux questions-là. On a l'impression qu'on vient parler des sujets qui peuvent rapporter sur le plan interne, sur le plan politique. Et c'est ça un petit peu qui gêne dans les deux relations. Quand on parle de dialogue, d'accord, mais quand on parle des sujets qui nous préoccupent, nous, Algériens dessus, la mémoire, la question de l'immigration, certes, mais pas sous les prismes et la lecture française. Mais de toute façon, la question migratoire est devenue, bien sûr, un enjeu politique, une instrumentalisation. La question des OQTF, quand on a parlé des OQTF, moi j'ai rappelé systématiquement que l'Algérie n'était ni plus ni moins qu'au même résultat d'OQTF que d'autres pays dont on ne parlait jamais. Donc bien sûr que c'est devenu une question politique, c'est devenu une question instrumentalisée, la question migratoire, la question de l'immigration. D'ailleurs, il suffisait d'entendre les discours de M. Retailleau qui n'arrêtait pas d'expliquer que l'immigration n'était pas une chance, alors que, bien évidemment, l'immigration est une chance, qu'elle rapporte énormément d'argent, y compris à la France, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, vous avez des personnes aujourd'hui qui ne se préoccupent que de ces sujets-là, parce qu'ils pensent y voir un gain politique. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des personnes qui travaillent sur les questions mémorielles. Et d'ailleurs, en 2022, moi je me souviens, j'ai fait partie de la visite présidentielle avec Emmanuel Macron quand il était venu à Alger, qu'il avait rencontré le président Tebboune. Ils avaient mis en place cette fameuse commission mixte d'historiens pour travailler sur les questions mémorielles. Donc il y avait une volonté, à cette époque-là, d'avancer sur ces questions-là. On avait réussi, à force de travail, à faire passer une résolution sur la reconnaissance du 17 octobre 1961. Donc ça aussi, c'était une victoire au Parlement. Mais vous avez aussi aujourd'hui des parlementaires, je le redis, parce que le président de la Commission des Affaires étrangères, par exemple, qui n'est pas de mon bord politique, qui est plutôt un centriste, qui est très volontaire pour renouer ce dialogue, pour travailler sur les questions mémorielles, pour avancer sur ces sujets-là. Et je crois que c'est important. Moi, je préfère toujours m'appuyer sur ceux qui ont envie de travailler, de construire le lien, plutôt que de me concentrer sur ceux qui n'en veulent pas, parce que justement, si on fait ça, ils ont gagné une partie de la bataille idéologique. Et je crois qu'on a plus à montrer en travaillant ensemble, en avançant sur les sujets. On peut choisir... Il y a énormément de sujets sur lesquels on peut travailler. Au plus fort de la crise, tout le monde disait un Français sur 4 a un lien avec l'Algérie. C'est énorme, un Français sur 4. Même si demain on voulait couper le lien entre les deux pays, on ne pourrait pas. La réalité, c'est qu'on ne pourrait pas le faire. Donc j'ai presque envie de dire que nous sommes condamnés à réussir et à vivre ensemble. Donc autant miser sur ceux qui ont envie de cette relation et de travailler ensemble. Mais je vous assure qu'il y a des personnes qui sont volontaires là-dessus. Est-ce que vous pensez que le communiqué du 31 mars 2025, le dernier, est-il viable toujours? C'est-à-dire qu'il comprend tout le listing des accords ou c'est une feuille de route, c'est-à-dire ça parle d'immigration, ça parle de mémoire, ça parle de sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours viable ou pas? Moi, je pense... Vous communiquez, c'est-à-dire de la présidence des deux pays. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il est viable. En fait, je pense vraiment qu'il y a des sujets. Moi, j'ai déposé une proposition de loi qui n'est pas encore débattue, mais par exemple sur la restitution des effets de l'émir Abdelkader, qui était une demande sur laquelle il faut avancer. Vous savez, on a restitué un tambour à la Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps par une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, bien évidemment que toutes ces questions-là, il faut qu'elles soient traitées. Moi, je reste persuadée qu'il faut que les historiens fassent leur travail, que les archives soient ouvertes, qu'il faut regarder son histoire en face. La France est une grande nation, elle est capable aussi de reconnaître ce qu'elle a fait de mal, les crimes qui ont été commis, et d'avancer sur ces sujets-là. Ça permet d'avancer, de construire des relations qui sont sur un pied d'égalité, avec du respect pour les pays avec lesquels on doit coopérer et travailler. Et ça doit comprendre aussi les questions sécuritaires, les questions migratoires, les questions, par exemple, d'environnement. On pourrait travailler sur la préservation du littoral, de la Méditerranée, des deux côtés des rives. Enfin, vraiment, je crois qu'on a beaucoup plus à partager que le contraire. Et moi, je reste persuadée que cette feuille de route, elle peut fonctionner. Mais pour ça, je crois qu'il ne faut pas être dans la surenchère politique. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, j'ai tendance plutôt à balayer ceux qui sont vraiment dans un discours très vindicatif, parce que je vois bien qu'il y a un agenda politique derrière qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui de la majorité des Français. Et donc, leur accorder du crédit, c'est quelque part leur accorder une victoire sur la fracture de cette relation entre la France et l'Algérie. Sabrina, on s'accorde sur le fait, effectivement, et tu fais bien de le rappeler, que les relations bilatérales entre l'Algérie et la France sont d'abord victimes d'un agenda politique, mais également d'un calendrier électoral oblige. On a 2 échéances à venir, très importantes
pour pas mal de partis politiques, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle est aussi, cette relation bilatérale, victime de ce que j'ai appelé un peu les semeurs de division entre les deux pays, cette diplomatie sournoise, officieuse, encore une fois, pas officielle, quoique parfois on a tendance à ne pas suivre un peu le fil entre la diplomatie officielle qui tend vers le réchauffement et qui laisse faire en parallèle des médias, par exemple, privés, pour ne pas les citer, le groupe Bolloré, qui, eux, font du matin, midi, soir, l'Algérie comme fonds de commerce, comme ligne éditoriale pour faire le buzz. Et là où je veux en venir, et d'ailleurs j'en veux pour preuve le récent sondage commandé par le JDD, qui historiquement depuis 1988 travaillait avec l'institut de sondage IFOP, avait certainement trouvé que les résultats du sondage ne collaient pas avec ses attentes. Donc qu'est-ce qu'il a fait tout bonnement? Le groupe Bolloré a été voir un autre institut de sondage, mais un institut de sondage qui s'appelle CSA, qui est rattaché au groupe Bolloré. Vous l'aurez compris, donc un sondage biaisé. Parce que et les résultats... Là, il n'y a pas les accords de Munich, les trucs... Pas du tout. Et là, les résultats, par contre, sont éloquents. Si on regarde le top 10, à titre d'exemple, des célébrités ou des personnalités politiques les préférées des Français, encore une fois, sondage commandé et voilà, structuré, sur mesure, comme un menu à la carte, on voit bien, si on peut voir le top 10, on a quasiment sur les 10 personnalités, on n'a que de personnes hors extrême droite. Vous imaginez, un Philippe de Villiers qui est dans le top 4. On voit bien donc qu'il y a une espèce de manipulation de la société française. Tu le disais tout à l'heure, effectivement, on essaye de faire croire des légendes urbaines, notamment par exemple sur les immigrés qui sont en surpopulation, les immigrés qui prennent votre travail, qui volent votre pain, volent votre gagne-pain et autres. Donc je vais transiter vers autre chose. Moi je vais vous présenter, parce que les chiffres encore une fois sont têtus et très rapidement, sur le poids démographique finalement des immigrés en France, avec des chiffres arrêtés à 2024. On a plus de 7,7 millions d'immigrés en France, ce qui représente peu ou prou à peu près 11,3% de la population française. Vous avez 88,7% reste de la population française. Donc on voit bien que l'immigration n'est pas marginale en France, c'est un fait structurel. Je reviens sur un autre élément majeur, le poids sur le marché du travail. Et là, ça devient intéressant. Sabrina, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, puisque tu côtoies au quotidien justement cette France qui travaille, ces immigrés qui se lèvent tôt pour travailler à la place parfois des Français, puisqu'on parle de secteur de tension. Là, on a ce qu'on appelle la population active, donc qui travaille, 3,73 millions d'actifs immigrés, ce qui représente quand même 12% de la population active française, donc autant de recettes fiscales et autres, j'en passe. C'est des gens qui payent leurs impôts, de charges et autres, de cotisations. Et puis on a aussi les secteurs dits de tension, dans lesquels les Français ne veulent pas forcément aller travailler, c'est les immigrés qui prennent en charge, à savoir l'hôtellerie et la restauration. 30%, vous imaginez, quasiment le tiers. Nettoyage, logistique, 28%. Le BTP, donc le bâtiment, 25%. Les services à la personne, ô combien important, vous le savez, pour les personnes âgées. Donc là, 22%. La sécurité, parce qu'il en faut, 20%. Ensuite, je vais passer à un autre graphique qui est là, ça devient encore plus intéressant, je vais aller plus focus sur la diaspora algérienne, donc qui est chiffrée à peu près 6 à 7 millions d'Algériens. Là, on a un impact sur le PIB français. Tenez-vous bien et asseyez-vous si vous êtes debout. Avec les Algériens, c'est un PIB français de 2600 milliards d'euros. Sans les Algériens, c'est 2480 milliards d'euros. Donc vous avez un écart de moins 120 milliards, ce qui représente à peu près 4,5 à 5,5% du PIB français. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, les Algériens pèse d'abord économiquement, mais pèse aussi politiquement, puisqu'on dénombre peu ou prou 1,3 ou 1,4 million de binationaux qui sont en capacité de voter, donc une force politique qui peut faire pencher l'équation politique en France. Et puis je finirai sur les recettes fiscales. Parlons-en, c'est plus de 32 milliards de recettes fiscales générées par les Algériens qui travaillent tout bonnement en France, à travers les recettes publiques, à travers les cotisations notamment. Et je finirai sur peut-être un petit graphe visuel pour marquer un peu les esprits, pour arrêter ces niaiseries diluées par cette extrême droite et par aussi les médias comme levier médiatique. Vous voyez bien que avec les Algériens notamment, vous avez en France un PIB élevé, vous avez des recettes publiques solides, vous avez des services
publique tenable, et tu sais très bien comment ça se passe avec les urgences en tension. Effectivement, on a une stabilité sociale relative. On a aussi un soft power, parce que qui ne connaît pas Zinedine Zidane en 1998 et la Coupe du Monde qui a généré plusieurs milliards. Donc c'est ça les Algériens aussi. Ah bon, il n'est pas français Zinedine Zidane, Badis Renissa? Apparemment, selon eux, il est français. d'après eux. Exactement. Sans les Algériens, en revanche, c'est très intéressant. Vous avez une récession structurelle, c'est-à-dire plus grave que celle de 2008. Vous avez un déficit public aggravé. Vous avez un effondrement des secteurs entiers, notamment surtout de tension que j'ai énuméré tout à l'heure. Et enfin, vous avez une crise sociale majeure sans précédent et un déclassement international du soft power français, puisque, comme vous le savez, beaucoup des sportifs, beaucoup des acteurs de la culture sont issus de l'immigration qui représente dignement la France là où ils se trouvent. Il y a une chose. Sabrina Sebaï était. Un commentaire peut-être. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que pendant des mois, on a eu notre ancien ministre de l'Intérieur qui nous expliquait que l'immigration n'était pas une chance, alors que nous lui avons démontré les bienfaits par A plus B que l'immigration était une chance, qu'elle apportait économiquement, bien évidemment, à la France. On a évoqué la question des 15 000 médecins algériens. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces 15 000 médecins... Payés et formés par l'Algérie. Absolument, mais s'il n'y avait pas ces 15 000 médecins, vous avez beaucoup de services qui seraient fermés aujourd'hui dans des hôpitaux, des spécialistes, des chirurgiens, des neurologues qui travaillent en France, bien évidemment. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez en Ile-de-France le département de la Seine-Saint-Denis, qui est le département où il y a le plus de nationalités, c'est un département qui est excédentaire, c'est-à-dire qu'il apporte plus d'argent qu'il n'en dépense, y compris sur les prestations sociales. Et pourtant, c'est un département qui est systématiquement pointé du doigt comme étant... Qui est mis à l'index, absolument. Pourtant, c'est un département qui est excédentaire par son apport économique à l'Île-de-France. Donc, bien évidemment que l'immigration est une chance. Et vous savez, il y a eu un rapport qui avait été remis à l'Assemblée nationale sur justement spécifiquement la question algérienne qui coûtait soi-disant je ne sais plus combien de milliards. Et c'était assez intéressant parce que, y compris dans ce rapport, il disait qu'il y avait 1,55 milliard de surcoût sur le logement social. Mais dans ce surcoût, il comptabilisait les enfants d'Algériens, donc des Français et des binationaux, comme étant un surcoût. Donc vous voyez bien qu'en plus, c'est pour ça que moi je me méfie toujours des sondages. On joue sur les chiffres. On joue sur tout, c'est-à-dire que des chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Et donc, c'est comme les sondages. Là, aujourd'hui, vous avez ce classement. Moi, j'ai en tête un sondage sur la dernière présidentielle où M. Zemmour était à 17%. Et heureusement, il n'a pas fait 17%. Je l'avais dit en Merci direct. Sabrina Sebaï d'avoir été avec nous Merci ce soir. On espère vous accueillir une autre fois autour de la table d'Arimo. Excusez-moi, M. Zemmour a été, on va dire, créé par le groupe Bolloré. Il faut le savoir. Et là, actuellement, et je pense que les gens commencent à s'en rendre compte, ils ont vu que Zemmour était cramé. Ça a été un ballon de baudruche, parce qu'il était gonflé à l'hélium pendant l'élection présidentielle de 2022. Et là, ils sont en train de jouer la même partition. Le groupe Bolloré est en train de jouer la même partition avec sa compagne, puisque c'est sa compagne pour maintenant, avec Sarah Knafo. Donc c'est exactement le même système, hein, vous savez, c'est le même système, le même mode opératoire. Ils sont en train de faire avec Sarah Knafo, en train de la faire passer sur tous leurs plateaux. Donc elle a porte ouverte au JDD, Europe 1, CNews, c'est la reine, d'accord. Et quand elle va là-bas, ils l'écoutent, et ils l'écoutent en long, en large et en travers. Mais ça va être exactement la même chose. Pour moi, ça va être le même scénario. Mais je pense que, justement, c'est pour ça que c'est très important de débunker toutes les... Parce que Sarah Knafo, par exemple, a été très connue sur les fake news, sur l'aide publique au développement. Ouais, alors que nous, on n'en prend pas. Exactement, avec tout cet argent qui a été déversé, soi-disant, à l'Algérie. Je vous rassure, hein, c'est totalement faux, bien évidemment. Bien sûr. Et quand le Rassemblement national a demandé un débat, d'ailleurs, sur l'aide publique au développement à l'Assemblée nationale, le ministre a répondu aux questions. Vous savez ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale ? Ils ont quitté l'hémicycle parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les réponses. Donc écoutez, aujourd'hui, effectivement, les médias peuvent créer des bulles de candidature. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Jordan Bardella. Vous avez vu comment c'est terminé. Moi, j'ai presque envie de lui dire, où trouve-t-il toute cette énergie, n'est-ce pas? Donc, l'énergie, la fameuse énergie de Jordan Bardella. Exactement, donc on verra pour la suite. Voilà, à quelle époque, avec Léa Salamé. M'a dit Éric Zemmour a passé pendant 2 ans, il est passé chaque jour 2 heures sur CNews. Oui. Très bien. Et ça a donné des résultats. Et les livres qu'écrivait Éric Zemmour étaient dans la maison d'édition qui appartenait à Bolloré, évidemment. C'est plus facile de vendre à domicile. Bien sûr. Merci en tout cas, on va Madame clore la députée. le débat. Merci encore une fois, Sabrina Sebaï, d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite pour la dernière partie.
Thank you.